l'évolution des hominidés. Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, de nombreuses hypothèses sont émises sur nos ancêtres, donc c'est-à-dire sur les espèces qui ont permis la naissance de Homo sapiens sapiens, qui est notre espèce. En fait, de nombreuses questions sont encore d'actualité. Par exemple, quel est l'ancêtre commun aux hommes et aux singes? Est-ce qu'on a tous un ancêtre commun? Donc, est-ce que tous les primates ont un ancêtre commun, ou est-ce que c'est dû à une convergence évolutive comme on l'a vu précédemment? Et donc, en fait, ici, on peut se rendre compte que certaines questions ont été définitivement résolues. Donc, par exemple, on sait que l'homme de Néandertal n'est pas l'ancêtre d'Homo sapiens, mais d'autres vont par exemple rester totalement en suspens. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le monde scientifique va manquer souvent, cruellement, de preuves. En effet, lorsque l'on trouve un nouveau squelette d'une nouvelle espèce, ceci permet parfois de faire le lien entre une espèce et une autre qu'on ne pouvait pas faire avant. Or, il faut savoir qu'on a trouvé des fossiles humanoïdes ou de primates, mais on n'en a pas retrouvé beaucoup. Et donc, ce qui fait qu'en fait, il faut voir un peu notre évolution comme un gros gruyère où il y a plein d'endroits où en fait il y a de grosses interrogations, tout simplement parce qu'on n'a pas de preuves. Donc effectivement, toutes ces hypothèses vont évoluer encore au fur et à mesure des découvertes. Donc ici dans le cours, moi ce que j'ai choisi c'est de vous présenter plusieurs documents. Je ne vous dis pas qu'ils sont justes, puisque de fait on peut dire aussi que beaucoup de scientifiques ne sont pas toujours tout à fait d'accord où se trouve telle ou telle espèce dans notre évolution, mais en tout cas ils sont tous d'accord pour dire que ce n'est pas linéaire, c'est-à-dire que ce n'est pas l'espèce 1 qui a donné l'espèce 2 qui a donné l'espèce 3. Donc c'est un petit peu plus buissonnant, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une espèce qui a donné naissance à deux autres espèces qui ont donné naissance également à d'autres espèces, et donc effectivement certains ne sont pas les ancêtres des autres. Et donc voilà, donc pour le moment je vais vous mettre des documents de ce qui est en tout cas avancé comme théorie actuellement, mais il est fort probable que cela va encore évoluer d'ici là. Tout d'abord, nous allons donc étudier l'arbre phylogénétique donc des primates. Alors tout d'abord, c'est quoi un arbre phylogénétique? C'est une représentation schématique. Donc c'est un schéma, il est buissonnant. Pourquoi buissonnant? Parce qu'on va avoir une branche qui en donne d'autres, qui vont encore donner d'autres branches, etc. Et ça va permettre de mettre en lien certaines espèces les unes par rapport aux autres. Alors, quand sont apparus les premiers primates dans la vidéo et dans l'arbre phylogénétique? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, je vous propose de mettre pause, d'aller voir dans l'arbre phylogénétique et d'aller voir effectivement le plus ancien ancêtre commun. Dans l'arbre phylogénétique, on constate que le Purgatorius est le primate le plus ancien qui a été mis en évidence. Par contre, dans la vidéo, on dit que c'était en moins 47 millions d'années. Donc, il y a 47 millions d'années dans la vidéo, Voyage aux origines de la Terre, et il y a plus ou moins 65 millions d'années selon l'arbre phylogénétique des primates. Expliquons un peu cet arbre phylogénétique. Donc nous avons tout d'abord le Purgatorius, donc en fait qui est supposé être un des premiers primates. Alors, il faut savoir que le Purgatorius, ça ne ressemble absolument pas à un primate comme on aurait tendance à se l'imaginer. C'est pourquoi je vous propose une petite image du Purgatorius. Et donc en fait ça ressemble plutôt à un écureuil qu'autre chose. Ensuite, on constate que le Purgatorius donc, a donné une nouvelle espèce qui est le Plésiadé piforme. Mais il a également donné un autre ancêtre, ou il est en tout cas l'ancêtre, de 4 autres espèces. On va avoir ici par exemple l'Adapis, qui sont les adaptiformes, le Theardina, qui est l'Homomidae, et également à une espèce que l'on trouve encore actuellement, les lémuriformes ou les lémuriens. Voici un Adapis.
et l'Homomidae devait ressembler plus ou moins à ça. On constate que 3 de ces espèces avaient ce qu'on appelle un rhinarium. Alors, qu'est-ce qu'un rhinarium? C'est une truffe humide avec séparation de la lèvre supérieure. Alors en fait, un des exemples vraiment faciles, c'est le chat, même si le chat n'est pas un primate. Mais effectivement, on va constater effectivement que le chat, le bout de son museau, il est humide. Et puis là, on voit très bien la séparation donc, de la lèvre supérieure. Donc, toute cette partie-là, ils ont un rhinarium, tandis que là, ils n'ont pas de rhinarium. Alors ensuite, on a eu donc de nouveau une spéciation ici, à ce niveau-là, qui ont donné les tarsiers, et une autre espèce. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que ce qui va changer de cette espèce-ci à l'autre, c'est qu'on va avoir une fusion des 2 os du poignet, donc le scaphoïde et l'os central, qui va être postnatal. Donc postnatal, c'est-à-dire après la naissance. Voici à quoi ressemble un tarsier. Donc on constate ici qu'on a donc eu la spéciation donc vers le tarsier et on a eu aussi un néosimias, donc ici, qui lui effectivement a bien eu cette fusion des os donc du poignet et qui ressemblait à ça. Néosimias a donné naissance, en fait, en tout cas, a donné une nouvelle espèce de façon plutôt linéaire, qui est le Propliopithecus, que l'on trouve donc ici. Cette espèce-là a donné donc, ici c'est de nouveau, donc il y a eu une spéciation, et donc en fait, on a eu les ouistiti et les singes, etc. Et de l'autre côté, on a eu l'homme, le bonobo, le chimpanzé, le gorille, etc. Et donc en fait, on voit que c'est le Propliopithecus qui a donné naissance à 2 nouvelles espèces. Les espèces qui se trouvaient donc dans l'ancien monde, donc quand on parle de l'ancien monde, c'est tout ce qui est l'Europe, l'Afrique, etc. Ou ceux du nouveau monde, donc qui sont plutôt en Amérique. Alors qu'est-ce qui va distinguer assez fondamentalement ces 2 groupes? C'est que d'une part là, donc dans le nouveau monde, on va voir que la queue, elle va être préhensible, donc ce sont souvent, donc des primates qui auront une queue qui est longue et les narines vont être écartées. Par contre, dans l'ancien monde, on constate que la queue est non préhensible ou éventuellement courte, voire absente, et donc les narines vont être rapprochées. Donc ici on voit bien, donc là c'est par exemple un ouistiti, on voit bien effectivement que ses narines sont bien écartées et qu'il a une queue qui est préhensible. A contrario, le chimpanzé ici a les narines plus rapprochées et on voit bien qu'il y a une absence de queue. Ensuite, nous avons encore eu une espèce ici, mais comme on voit, il y a un chaînon manquant, donc on ne sait pas exactement, on n'a peut-être pas retrouvé tout simplement les os. Et donc là, on a eu le Prongossus major, et puis de l'autre côté, eh bien effectivement, les espèces qui ont donné tout ce qui est les babouins, les macaques, etc. Ensuite, on a eu le gibbon, ou le Kenyanpithecus, qui a donné donc l'orang-outan, et qui a permis effectivement l'évolution vers le gorille, le chimpanzé, le bonobo et l'homme. On voit ici qu'au Creopithecus, un des changements majeurs qui va donc bien différencier donc ce groupe-là avec le reste, c'est qu'effectivement la fusion des 2 os du poignet va être prénatale. Donc c'est la même chose qu'ici, sauf qu'au lieu de se faire après la naissance, ça se fera avant la naissance. Ensuite, ici également, nous allons avoir à nouveau donc une spéciation. Donc d'un côté, on aura les chimpanzés et les bonobos, et de l'autre côté, l'homme. Une des caractéristiques qui est vraiment différente pour l'homme, c'est le fait qu'il a une bipédie franche. Alors qu'est-ce que c'est une bipédie franche? C'est le fait de pouvoir marcher sur ses 2 pieds. Alors, expliquez pourquoi il y a 30 millions d'années, le Propliopithecus egyptopithecus a donné 2 espèces différentes de primates. Attention, la réponse est à chercher à plusieurs endroits du cours. Je vous propose donc de mettre pause, d'essayer de trouver la réponse et puis de remettre en route la vidéo. Donc,
Il y a 30 millions d'années, certains primates ont été isolés donc géographiquement de leurs congénères et grâce aux mutations, ils ont évolué et les conditions de vie de leur milieu ont sélectionné les êtres les mieux adaptés. Alors, grâce à l'arbre phylogénétique des primates, qu'est-ce qui distingue les singes du Nouveau Monde et de l'Ancien Monde? Alors pour cela, on retourne ici. On voit que les singes du Nouveau Monde sont ici et les singes de l'Ancien Monde sont là. Quelle est la grande différence entre ces deux groupes? Eh bien, c'est que ici, on va avoir une queue préhensible et des narines écartées, tandis que dans l'autre, on va avoir une queue non préhensible, courte ou absente, avec des narines rapprochées. Quel est le caractère commun à l'Homomidae, l'adaptiforme et le lémuriforme? Donc pour cela, il faut revenir ici. Et donc on voit qu'il y a le lémuriforme, l'adaptiforme, l'Homomidae qui sont là. Et on voit que tous les trois ont un rhinarium. Donc, on n'oublie pas qu'un rhinarium, c'est quoi? C'est une truffe humide avec une séparation de la lèvre supérieure. Alors, quel est le caractère commun au gorille, au chimpanzé, au bonobo et à l'homme? Alors, de nouveau, on retourne sur l'arbre. On voit effectivement qu'on a donc l'homme, le bonobo, le chimpanzé et le gorille. Et qu'est-ce qui les distingue du reste? C'est qu'ils ont la fusion des deux os du poignet qui est prénatale, donc c'est-à-dire avant la naissance. Notons déjà tout ça. Donc, on a l'appréhension de la queue et la distance qui sépare les narines. Ici, la présence du rhinarium et la fusion des deux os du poignet qui est prénatale. Citer toutes les évolutions qui ont conduit à de nouvelles espèces du Purgatorius à l'homme. Donc on reprend le Purgatorius, on est ici. On voit qu'une des premières évolutions a été l'absence de rhinarium, puisque mon objectif c'est bien d'aller de là jusqu'à l'homme qui est ici. Donc je vais faire comme ça. Et donc j'ai d'abord l'absence de rhinarium. Ensuite, l'évolution suivante a été la fusion des deux os du poignet scaphoïde ou central qui est postnatal. Puis on a eu une queue non préhensible, courte ou absente et les narines rapprochées. Puis la fusion de ces deux os du poignet mais qui va être prénatale, donc avant la naissance, pour terminer par une bipédie franche. Alors, est-ce que l'homme descend du singe? Donc en fait, avant, il était souvent représenté des caricatures de nos ancêtres. Quand certains scientifiques ont dit qu'effectivement l'homme descendait du singe, cela a fait rire assez bien la population qui a donc commencé à faire des caricatures par rapport à ça. En voici une, ou encore une autre ici. Alors si vous avez bien écouté, alors est-ce que l'homme descend du singe? La réponse est bien sûr que non. Revenons en arrière. On constate effectivement ici que nous avons toute une série de singes. Mais attention, l'homme ne descend pas du singe, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver par exemple le chimpanzé dans ses ancêtres, donc absolument pas. Vous devez imaginer un peu comme si effectivement vos grands-parents ont eu 2 enfants, qui eux-mêmes ont eu 2 enfants. On est donc bien d'accord que, si vous voulez, votre oncle ou votre tante n'est pas votre ancêtre. Ce sont vos grands-parents qui sont les ancêtres, mais votre oncle et tante, absolument pas. Donc dire qu'un singe est par exemple un ancêtre, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, le singe, ça peut être un cousin, parce qu'il y a des ancêtres communs. Donc il y a des ancêtres communs, mais en aucun cas, ce sont nos ancêtres. Donc il n'y a pas de chimpanzé dans notre lignée, il n'y a pas de bonobo, il n'y a pas de gorille, etc. Même si c'est vrai que quand on regarde les primates qui sont dans nos ancêtres, certains quand même ressemblent furieusement à ce qu'on a comme image d'être un singe. Mais en tout cas, il faut plutôt appeler ça un primate, puisqu'effectivement, les singes comme on les entend habituellement, c'est vraiment les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, etc. Et eux ne font pas partie de nos ancêtres. Donc non, mais ils ont un ancêtre commun qui est un primate. Le chimpanzé ou autres singes actuels ne font absolument pas partie de nos ancêtres.